Voilà, bien, merci de nous retrouver pour cette petite séance sur l'écologie dans le cadre de cette semaine conviviale. Bien entendu, Saint-Jacques est un lieu propice pour réfléchir, pour vivre, pour méditer, pour avancer dans cette nouvelle compréhension du monde que certains portaient déjà depuis longtemps. Donc, ma collègue Cathy Leblanc de l'Université catholique de Lille et moi-même de l'Université catholique de Paris, nous allons essayer peut-être de vous faire rentrer de façon un petit peu originale, vous allez le voir, sur ces dimensions de l'écologie. Alors évidemment, il y a deux textes fondamentaux sur l'écologie du pape François. Bien sûr, sa première encyclique Laudato Si, qui a déjà maintenant quelques années, et puis le nouveau texte qui vient de nous parvenir il y a quelques semaines, Fratelli Tutti, plus sur la fraternité, mais si vous regardez bien ce texte, nous avons fait tous les deux d'ailleurs une conférence sur Fratelli Tutti, vous voyez que la dimension écologique est assez présente. Saint François, puisque c'est une encyclique sous le patronage de Saint François, est vraiment considéré comme un des patrons de l'écologie chrétienne. Alors, moi, ce que je voudrais simplement mettre un peu en place avec vous cet après-midi, c'est quelques repères sur la prise de conscience écologique, pour nous remettre un peu en perspective aussi cette question-là. Bon, peut-être pour certains d'entre vous, vous aviez plus l'habitude. Pour d'autres, c'est peut-être nouveau. Et c'est vrai que l'encyclique du pape a donné un coup vraiment d'accélérateur à cette question. Alors, si on essaie de prendre un peu de distance et de voir un peu comment les choses se sont posées, on peut dire qu'il y a une forme d'écologie qui est venue des milieux chrétiens, mais ce que je voudrais aussi, c'est qu'on se resensibilise ensemble à cette écologie qui n'est pas venue du tout des milieux chrétiens et qui porte aussi beaucoup de valeurs et de perspectives dans lesquelles nous pouvons aussi, bien entendu, nous situer. Alors, quelques petits mots d'abord pour introduire le sujet. Le terme écologie est emprunté au grec oikos. Et oikos, ça veut dire maison, habitat. Mais ce n'est qu'au XIXe siècle, en 1866, qu'un zoologiste, Haeckel, l'emploie dans un ouvrage qu'il publie l'année d'après. Donc c'est un terme récent, en fait, et qui va avoir un sens de plus en plus large. Bon, un dictionnaire qui s'appelle le dictionnaire de trésors de la langue française le définit comme une science qui étudie les relations entre les êtres vivants, donc les humains, les végétaux, les animaux, et le milieu organique ou inorganique. Voilà, donc c'est vraiment l'écologie, le souci du vivant. Mais dans un sens plus large, et là vraiment il y a une date importante qu'il faut prendre en compte les uns et les autres, c'est 1972, le Club de Rome, qui montre, c'est un grand rapport qui est fait, qui va avoir une importance énorme, un rapport qui s'appelle Les limites de la croissance. Ça porte vraiment une interpellation décisive pour l'ensemble de la société. Dans un moment, 1972, on croyait encore à la pleine croissance, au progrès, sans remise en cause véritable. Or, certains, dès 72, tirent la sonnette d'alarme. L'effort pratique, je cite le texte, visant à endiguer une menace de façon durable sur l'environnement, doit être pris en compte. Voilà, parce que certains perçoivent déjà des dégâts causés par l'évolution notamment industrielle. Et c'est ce moment aussi où certains se disent, mais nous sommes dans une seule terre et nous avons à la protéger. Alors les chrétiens vont être progressivement aussi marqués par cette dynamique. Au départ, ils sont peut-être aussi minoritaires, on va le voir dans la prise de conscience, mais il y a des raisons qui vont l'expliquer. En tout cas, s'il y a vraiment une instance, un lieu où l'écologie a été travaillée pour les chrétiens, ce sont les grands rassemblements œcuméniques. Voilà, l'écologie, c'est un bien commun de tous les chrétiens, protestants, catholiques
orthodoxes surtout, qui ont une vision cosmique, et chrétiens, catholiques, qui de leur côté ont voulu aussi participer à ce processus qu'on appelle justice, paix, sauvegarde de la création, avec un grand rassemblement œcuménique qui a lieu en 1989 à Bâle. Plus de 700 délégués y participent, et avec ce mouvement œcuménique va se mettre en place vraiment une recherche écologique de première importance. Donc, vous voyez, je situe ces deux points de repère. 1972 au niveau de la prise de conscience de la croissance mondiale, 1989 au niveau d'une prise de conscience chrétienne. Alors, vous me direz, bon, c'est vrai qu'on peut trouver aussi des développements tout de suite après le Concile Vatican II, mais il y a quand même une difficulté de développer une vision chrétienne de l'écologie. Et il y a même une crise qui a été pointée de façon assez forte dans les années 60, 1967. Là, c'est un article important traduit de l'anglais de quelqu'un qui s'appelait Lynn White, White comme blanc, White, les racines historiques et culturelles et religieuses de la crise écologique. Cet article va attaquer bille en tête les chrétiens pour dire, mais enfin, votre théologie de la création n'est pas tellement au point, et surtout, vous êtes dans une optique productiviste qui ne prend pas en charge suffisamment le respect de la création. Vous connaissez tous les premières paroles de la Genèse, croissez et multipliez. Bien, au nom de cette lecture de l'Écriture, on a parfois justifié un certain nombre de désordres écologiques. Alors voilà, donc je vais situer d'abord les perspectives non spécifiquement chrétiennes, et après j'essaierai de faire un peu de mise en place des perspectives plus spécifiquement chrétiennes. Alors dans les perspectives non chrétiennes, il y a une première perspective, une première démarche qui est multiséculaire et qui se situe dans le cadre de polémiques et de critiques philosophiques ou politiques relatives au développement des sciences et des techniques. Bon, ça, c'est quelque chose d'assez classique, où on remet en cause le technicisme, le machinisme dans la croissance des civilisations, plus récemment peut-être aussi le nucléaire, les dangers chimiques, les manipulations sur toutes les formes du vivant. Donc là, cette première démarche assez classique, non spécifiquement chrétienne, dit, mais pour arriver à un équilibre global, il faut faire très très attention à ces points centraux que sont voilà, l'apologie de la technique au XIXe siècle du machinisme, faire attention aussi aux désordres liés à l'utilisation du nucléaire, les aspects chimiques, les manipulations de toutes sortes. Deuxième démarche, vous voyez, je vais donner simplement des grandes lignes pour qu'on puisse après discuter pour ce qui vous semble le plus important et peut-être le plus nécessaire à prendre en compte. C'est une démarche attentive aux conséquences du développement des civilisations sur la nature. Donc là, c'est la prise en compte des multiples dévastations du milieu par les activités humaines. Et là, on voit très bien que dans cette perspective-là, qui est une perspective moins centrée sur la technique, on voit que la nature devient incapable de se régénérer, ce qui va provoquer chez beaucoup de citoyens ou de personnes tout simplement un engagement militant pratique. Ça peut prendre une grande forme de propositions, d'actualisation. Certains sont dans ce secteur depuis les années 70. Pour donner un seul nom, le philosophe aussi, qui était le philosophe de la technique, qui s'appelait Jacques Ellul, dans les années 70, reprend toute une forme de militantisme écologique qui existait déjà auparavant, qu'il avait développé en fait dès les années 30, et met en place autour de Bordeaux des
actions citoyennes pour favoriser justement le respect de la nature. Une troisième démarche, j'avance, essaie d'élucider les origines du comportement de l'homme engagé dans le saccage de la terre. Et là, effectivement, c'est bien à ce stade que quelqu'un comme Lynn White, que j'ai cité, montre les effets et la responsabilité du christianisme dans la crise écologique. Alors plus précisément, Lynn White présente trois arguments. Le premier, c'est que le christianisme a voulu prendre la main sur tout, sur le paganisme, l'animisme, certains éléments de la nature, les minéraux, sans les végétaux, sans respecter ce qu'ils étaient et en ne voyant pas aussi qu'ils étaient peut-être un reflet de la présence divine. En tout cas, qu'il fallait apprendre à se concilier, se ménager les éléments. Voilà, donc en détruisant le paganisme, je le dis un peu autrement, le christianisme a vidé la nature de sa divinité, d'esprit protecteur. Et on est rentré dans ce que vous connaissez, une exploitation effrénée de l'environnement. Par ailleurs, mais c'est aussi là le deuxième argument de Lynn White, Dieu a créé la nature doit aussi révéler la sagesse divine. Et là, c'est le rapport qu'il faut inverser. Ce n'est pas simplement un Dieu qui encadre, qui organise l'ensemble de la nature, c'est la nature qui nous révèle Dieu. Aujourd'hui, on le comprend mieux, on le sait mieux. Il suffit ici de se promener à Saint-Jacques pour être aussi frappé par la beauté de la création. Et cette beauté de la création nous renvoie peut-être à la beauté du Créateur. Vous voyez, donc c'est au début du XIIIe siècle, selon Lynn White, que en fait, on a voulu comprendre l'esprit de Dieu à travers sa création, mais ça n'a pas toujours fonctionné de façon aussi heureuse qu'on le souhaitait. Pourquoi? Parce que la technique a donné à l'homme des pouvoirs qui ont entraîné de nombreuses conséquences et des conséquences non maîtrisées. Alors c'est là que Lynn White attaque le plus, c'est son troisième argument, c'est que la Bible a placé l'homme au centre de la création et lui a donné le sentiment d'un monde créé pour lui, pour qu'il le domine. Or, ce n'est pas du tout cela qu'il faut lire à travers les premières pages de la Genèse. Pour le dire aussi un peu autrement, nous avons fait une lecture trop anthropocentrique de l'écriture. Et les fondements du malaise écologique viennent justement de cette perversion dans la lecture. Donc le malaise écologique, dit autrement, a des origines religieuses. Et là, bon, on a eu des exemples dans l'histoire du christianisme qui ont essayé de corriger ça. Je vous disais tout à l'heure Saint François d'Assise, mais en tout cas, ça n'a pas été un mouvement global. Voilà, donc vous voyez ce mouvement, ces démarches non spécifiquement chrétiennes ont été un aiguillon pour penser la relation différente à notre environnement. On pourrait avancer plus loin en disant que dans certaines cultures, dans certaines civilisations même, la Terre est considérée comme la Terre-mère. Le synode sur l'Amazonie a donné droit aussi à ces expressions culturelles du rapport au monde. Dans certaines cultures, la Terre, c'est Gaïa. C'est un système qui régule par lui-même, même le terme système n'est pas très adapté, à son propre développement pour favoriser la vie. Et c'est évident que certains aujourd'hui s'emparent aussi de cette orientation, de ce courant pour dire ce qui se passe, la multiplication des épidémies est peut-être à considérer aussi comme une forme de régulation. Bon, là, je laisserai évidemment ce point à notre discussion, bien entendu. En tout cas, vous voyez qu'il y a eu là une modification de la compréhension même de l'humain à son environnement, disons ça comme ça, pour éviter qu'il soit ramené systématiquement au centre et qu'il a fallu aussi apprendre à gérer autrement. Alors maintenant, deuxième temps, du côté des références chrétiennes. Alors les références chrétiennes
ont été effectivement parfois sujettes à caution. Je viens de le mentionner. Il y a tout ce qu'on appelle l'anthropocentrisme chrétien, qui place l'homme au centre de l'univers et où, c'est parfois les deux en même temps, au sommet de la création. La nature est faite pour l'homme, qui la garde en fonction de ses besoins, mais les hommes, dans l'espace et dans le temps, doivent en user avec modération. Et souvent, ce qui manque, c'est effectivement cette modération. Ils doivent aussi respecter l'environnement avec justice parce qu'ils doivent le considérer comme œuvre de Dieu. Mais voyez bien que se définir soi-même comme créature de Dieu sans prendre en charge aujourd'hui les relations avec tout ce qui nous entoure, ça peut être complexe. Alors, ce premier courant d'anthropocentrisme a été contrebalancé par un deuxième courant qu'on pourrait qualifier de franciscanisme. J'ai évoqué tout à l'heure Saint François d'Assise. Là, c'est un regard plus spirituel, en fait, sur la création, qui fait découvrir une solidarité, une communion fraternelle qui englobe tous les êtres vivants, même le minéral. Vous connaissez le poème, le Cantique de la création de Saint François. Alors, évidemment, certains ont accusé ça, y compris dans les milieux chrétiens, d'être un panthéisme. Ce n'est pas du tout ça chez Saint François. C'est le fait que tout être, quelle qu'il soit sa nature, est en Dieu, orienté vers Dieu, a une vocation divine. À la limite, le premier des écologistes, c'est Saint Paul. Saint Paul. Et puis, on peut même remonter au psaume, parce que, évidemment, c'est tout le cosmos qui est appelé à être renouvelé, à avoir son salut fondé dans le Christ, qui récapitule, c'est bien le terme qu'emploie Saint Paul, en lui, tout l'univers. Donc, ça, c'est vraiment un des fondements de la théologie de la création actuelle, plus, à la limite, qu'un mouvement écologique, mais je pense que, même ici, on en a connu à Saint-Jacques, des gens qui y sont venus, je pense à Jean-Marie Pelt, je pense aussi à Jean Baster, voilà, qui ont été des figures marquantes. Il y a eu tout un colloque d'organiser il n'y a pas très longtemps, un hommage en tout cas à Jean-Marie Pelt, qui était vraiment un des familiers de l'abbaye. Eh bien, on a trouvé chez ces hommes, d'ailleurs, Jean Baster, c'était aussi sa femme, mais des représentants de ce courant de respect de la création. Voilà, ce courant que j'ai appelé le franciscanisme. Le troisième courant, c'est plutôt celui centré sur l'idée de co-responsabilité. L'écologie chrétienne, c'est une co-responsabilité à partager. C'est-à-dire que nous devons, les uns les autres, assumer cette mission d'entretien et de gardiennage. Gardiennage de ce qui nous a été donné, co-responsable de cette alliance et de la promesse divine. Là, on voit qu'il y a différents représentants aussi. Je pense à quelqu'un qui s'appelle Douglas Hall, Douglas John Hall, qui, dans un livre un peu important qui a été traduit au CERF, dans la collection Cogitatio Fidei, un livre qui s'appelle Être image de Dieu, essaie de montrer cette communion avec toute la terre dont nous avons à être solidaires. Je cite cette tâche qu'il exprime très bien, tâche de préservateur, de conservateur et de co-responsable de la nature. Nos motifs d'agir en matière de préservation ne doivent pas être uniquement utilitaires, dit-il. Plutôt, nous devons être préservateurs et conservateurs de toute vie. Nous avons pour mandat une sorte de responsabilité sacrée. Voilà, donc je trouve que les caractéristiques ici sont assez bien posées. D'une part, c'est la responsabilité pour l'homme d'être image de Dieu dans sa création et apprendre à être, pour Hall, gardien de cette création. On emploie le terme de stewardship, peut-être même qu'au-delà d'ailleurs du rôle de gardiennage, de préservation et de conservation, il y a l'idée d'un service humble assumé par les chrétiens au sein de la création.
voyez, donc, le tableau en fait de l'écologie est beaucoup plus complexe, hein. Je ne rentre pas ici dans les débats, on y viendra peut-être après, si vous avez envie de rester un peu de temps avec nous, sur ce qu'on appelle l'écologie profonde, l'éthique de l'environnement, l'économie écologique. Enfin, il y a de nombreuses variantes. Et d'ailleurs, les lignes directrices, les démarches que j'ai évoquées tout à l'heure se panachent et se combinent souvent les unes avec les autres. En tout cas, c'est un secteur à part entière aujourd'hui. On aurait pu évoquer aussi d'autres figures, hein. Je pense à quelqu'un comme Teilhard de Chardin. Il m'est arrivé ici à Saint-Jacques-de-la-Mer de faire une messe sur le monde à Teilhard de Chardin, là sur la pointe de l'île, de la presqu'île. Bon, c'est évidemment magnifique. Et je pense qu'effectivement, la crise aujourd'hui nous oblige à repositionner notre place et à nous situer différemment dans la création. Voilà, donc c'est peut-être des choses que vous avez entreaperçues si vous avez eu le temps dans le petit lien qu'on vous a envoyé. C'était une soirée de méditation qui a été proposée par la famille assomptionniste, justement à partir de Fratelli Tutti, de l'encyclique du pape, en reliant à Laudato Si, pour voir comment est-ce que les uns et les autres peuvent être acteurs sur place, là où ils sont, de la création et de ce respect dans l'humilité, dans le service de ce qui nous entoure. Voilà quelques aspects que je vais dégager, mais il y a bien d'autres approches et l'approche que Cathy va développer est peut-être aussi un peu originale. C'est une approche qui est marquée aussi par une forme de réflexion sur l'écologie. Je lui laisse la parole. Merci Jean-François. En effet, donc, moi je vais essayer de montrer qu'il est nécessaire d'avoir une certaine conscience et une conscience qui est une conscience poétique pour pouvoir s'engager dans l'écologie, c'est-à-dire aussi s'émerveiller de la création, s'émerveiller des éléments naturels et donc les respecter, avoir une certaine déférence par rapport à eux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et de quoi est née l'absence, de quoi résulte l'absence de cette conscience poétique? Eh bien, l'absence de cette conscience, elle se fait naturellement sous l'effet de la technique. Donc, la technique, c'est un thème qui sera abordé notamment par un philosophe allemand qui s'appelle Martin Heidegger, qui a travaillé beaucoup sur l'ontologie, sur l'être, et donc qui va faire une analyse de la technique dans les années 50. La technique dispose d'une efficacité qui l'amène à redéfinir le paysage naturel et à renverser les rôles. C'est-à-dire que la nature n'est plus la mère de toutes choses, mais au contraire, c'est l'homme, par son efficacité, par ses techniques, qui va se faire maître du monde. La technique, qui est un véritable mode de dévoilement, met en scène une dénaturation des éléments au point que la nature en est réduite à devenir un simple fond disponible dont on peut user à loisir. Donc, l'image qui était utilisée par Heidegger, c'était celle du Rhin, et il s'appuyait pour cela sur un hymne de Hölderlin, la Germanie, le Rhin. Le Rhin, ben voilà, il y a un très très bel hymne poétique de Hölderlin qui s'émerveille de ce fleuve. Et Heidegger dit, mais voilà, sous l'effet de la technique, on va poser une centrale sur le Rhin, et le Rhin n'est plus que, en fait, une force motrice, ne devient plus qu'une force motrice. Donc, c'est un petit peu le problème de la technique, c'est d'occulter finalement l'intensité poétique de la nature. On parlera, bien sûr, dans la postmodernité, de désenchantement du monde. Et j'aimerais, pour introduire un peu mon propos, parler d'un philosophe heideggerien qui a beaucoup travaillé sur cette thématique. Il s'agit de Michel Deguy. Alors, Michel Deguy a, outre
signé donc des articles dans l'Universalis, réalisé un ouvrage qui s'appelle La faim dans le monde, la faim F-A-I-M, la faim dans le monde. Cet ouvrage s'inscrit dans notre questionnement puisque si la nature en est réduite à un fonds disponible, alors elle devient épuisable et l'on parlera d'elle en termes de ressources non renouvelables. Et je pense notamment à l'énergie fossile. À quoi il faut ajouter aujourd'hui l'utilisation de cultures comme carburant propre. Donc cette utilisation concerne aussi l'huile de palme que l'on produit en Amérique du Sud en détruisant de grandes forêts. C'est le problème de l'Amazonie également. La question de la nature devient ici aussi celle du développement durable et c'est bien le problème de la fin radicale qui menace. Donc cette expression de fin radicale est utilisée par Michel de Guy pour aller plus loin et il désigne la fin dans le monde. Alors, on n'est plus dans la fin du monde, mais la fin dans le monde, qui est une expression que chacun connaît depuis longtemps. Donc, penser la fin, F-I-N, dans le monde, c'est établir un lien entre le problème de la faim, F-A-I-M, et l'épuisabilité des ressources naturelles. C'est un titre à double entrée, sans faire de mauvais jeu de mots. Donc, cet ouvrage de Michel de Guy dénonce principalement l'incohérence, l'absence de réflexion, de responsabilité surtout. Et cette question de la responsabilité, on pourrait en traiter de façon métaphysique puisqu'elle a tendance à s'effacer dans nos sociétés contemporaines derrière des logiciels, derrière une très grande organisation. Sans relâche, nous dit Michel de Guy, toutes les chaînes enjoignent aux téléspectateurs, c'est-à-dire à l'humanité, avec des sketchs publicitaires dont l'insanité magico-puérile réclame l'analyse, d'acheter des voitures en cet âge du tournant écologique, où la même humanité sait qu'il faut renoncer absolument et promptement au mode de vie américain. Donc, on a là vraiment un paradoxe. Plus tard, dans cet ouvrage, Michel de Guy va explorer le sens du mot écologie. Alors, comme l'a fait Jean-François, a rappelé que donc l'étymologie du mot écologie venait de oikos, qui signifie le séjour, l'habitation. En composition dans économie, nous n'y prêtons plus guère attention. Augustin Berg a mis en circulation le beau néologisme d'écoumène, dit Michel de Guy. Il ne s'agit pas de la terre habitée, par différence avec celle qui ne l'est pas, mais de l'entièreté terrestre du monde des hommes. Si l'on garde en mémoire les pages de Heidegger touchant l'œuvre d'art, donc c'est précisément l'extrait que je vous ai cité à propos du Rhin, on pourrait disposer la question en ces termes: où en est le combat du monde et de la terre? En fait, il y a, selon Michel de Guy, un véritable combat qui se propose. Et il parlera, bien sûr, il emploiera le néologisme de géocide qu'il forme d'après le mot génocide, qui révèle un processus meurtrier de grande ampleur. Et quand on voit les crises, l'ampleur de la crise sanitaire, mais aussi l'ampleur des différentes crises qui atteignent la nature, effectivement, nous éprouvons une certaine frayeur, hein, même frayeur que celle que l'on peut éprouver quand on entend le terme de génocide. Alors, la qualification d'écocide va être de plus en plus retenue au plan juridique. Il faut le savoir. Oui. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de cet ouvrage, mais je voudrais insister sur ce phénomène de désenchantement pour pouvoir imaginer peut-être ensemble comment renverser le phénomène. Alors, sans rapport poétique, le monde, en tant qu'il se représente comme nature, perd son sens pour être réduit à un fond disponible,
Sans ce rapport poétique, eh bien, notre quotidienneté, je parlais ce matin de la quotidienneté, de l'art de vivre, eh bien, sans ce rapport poétique au monde, sans notre capacité d'émerveillement, sans le respect qu'elle suscite, notre quotidienneté perd sa plénitude. Alors, j'ai fait un petit montage que je voudrais vous montrer et partager. Je vais faire un partage d'écran et vous montrer un petit PowerPoint. Alors, le PowerPoint, il faut le trouver. Voilà. Voilà. Alors, Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, nous sommes dans le monde du conte. Nous sommes dans le conte de Cendrillon. Après le désenchantement du monde, après tous les crimes dont l'homme s'est rendu coupable vis-à-vis de la nature, eh bien, Cendrillon ne retrouve plus son monde. Au lieu d'être au bal avec le prince charmant, elle se retrouve dans un bar, entourée d'hommes fatigués, avachis et pire, buvant de la bière. Le poétique fuit son cadre. Le rêve a disparu. Le bal est devenu bar. Cendrillon est le conte de la métamorphose. Et c'est bien une métamorphose qui va avoir lieu dans la nature en raison du règne de la technique. La sacralisation disparaît. Alors, que faire pour remettre cet univers du conte à la disposition de la quotidienneté? C'est une question que je laisse ouverte. Regardons maintenant un autre petit extrait, une autre image. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Nous sommes toujours dans le désenchantement du monde. Vous voyez que ça nous fait rire en plus. Alors, vous avez reconnu Blanche-Neige, et encore, on se demande si c'est vraiment Blanche-Neige. Elle n'a pas de sourire, cette Blanche-Neige. Elle n'est plus la petite fée du foyer, entourée de ces nains que l'on découvre avec beaucoup de curiosité dans le conte, tant leurs tempéraments sont différents et complémentaires à la fin. Cette vision du monde s'efface derrière un quotidien à l'allure absolutely détestable. Les nains sont devenus des enfants très à charge. Quant au prince, il est confortablement installé devant la télévision. Lui aussi, il boit de la bière. Une canette de bière à la main. Et à proximité, regardez bien, c'est encore pire que vous ne croyez, un paquet de chips dont certaines sont tombées sur la moquette et sont grignotées par le chien. On constate aussi que le soin a disparu de la maisonnée, le sacré n'y est plus. Bon, Blanche-Neige et les 7 nains, c'est vrai que ça peut être la maman, la mère de famille et ses enfants au foyer. Et là, il n'y a rien de merveilleux. Nous sommes dans le cadre d'une routine, nous sommes en dehors de la conscience poétique, de cette même conscience qui nous porte à vénérer la nature. Bon, j'en ai une autre à vous montrer. J'ai vu le petit chapeau rouge. Alors, voilà. Nous avons beaucoup parlé ces derniers temps de l'univers des EHPAD. Les EHPAD. Et sur cette image, vous voyez la Belle au bois dormant. Que se passe-t-il? C'est la temporalité du conte qui disparaît. Pourquoi? Eh bien parce que le prince, vous l'avez vu, on le reconnaît grâce à son vêtement, le prince a beaucoup vieilli alors que sa belle est endormie dans un sommeil éternel, dans son éternelle jeunesse. Donc il y a un décalage qui se produit. Il est au chevet de sa dame, il a vieilli d'un demi-siècle, le cadre a perdu son attrait, on se retrouve dans une maison de retraite et le prince, perclus de rhumatisme,
désespère, le merveilleux est dissous. Le merveilleux a disparu. Voilà, la crise écologique. Alors, la suivante nous parle eh bien, de la guerre. Nous sommes ici dans un autre conte, celui de Aladin et la lampe merveilleuse. Donc, nous sommes en Irak, où se passe le conte. Aladin s'est féminisé, les femmes portent des kalachnikovs, ce qui accentue le contraste avec le monde qui l'environne. C'est une belle jeune femme qui, malheureusement, au lieu d'avoir un joli collier de perles ou d'émeraudes, eh bien, porte un collier de cartouches qu'elle va placer dans sa kalachnikov. Nous sommes donc dans l'univers de la guerre. Aladdin porte un fusil automatique et des bombes explosent en arrière-plan. Le génie a disparu, la magie du lieu, cédant la place à la barbarie humaine, fruit de la technique, eh bien, prévaut sur le reste du monde. Et vous voyez que cette nature est elle aussi malmenée. Que fera-t-on de tous ces pays où sont tombées tant de bombes, où les déserts, où les lieux de nature absolument merveilleux sont absolument gavés de bombes antipersonnelles et de vestiges des guerres. Alors, je vais maintenant vous parler des perturbateurs endocriniens. Voilà. Avec le petit chaperon rouge, pauvre petit chaperon rouge de la société de consommation et de toutes sortes de produits chimiques qui remplacent eh bien, les bons produits naturels. Elle est victime d'obésité et de la société de consommation à outrance, c'est-à-dire qu'elle n'est plus dans la mesure du monde, elle n'est plus au diapason de la nature. L'action eh bien, morale qui consistait à braver le danger pour aller soigner la grand-mère a cédé la place à la surconsommation. Le souci donc du soin, le souci d'autrui disparaît et elle est malheureusement prisonnière d'elle-même dans la forêt. Le petit chaperon rouge a mangé toutes les galettes, le beurre et eh bien, elle mange toutes sortes de pâtisseries industrielles en buvant bien sûr du Coca-Cola. Et alors j'ai gardé le plus tragique pour la fin. Vous êtes prêts ? Attention, cette image est susceptible de créer de grands traumatismes. Je vais vous présenter maintenant la petite sirène. Dis-moi ce qu'il en reste. Dis-moi ce qu'il en reste, pauvre petite sirène. La magie du conte, le poétique, laisse la place à l'industrie alimentaire. Consommation toujours, la petite sirène arrive dans notre assiette, non plus pour être admirée, mais pour être avalée, comme le loup a avalé le petit chaperon rouge dans le conte. Bon, alors, tout ceci… C'est des sushis, c'est des sushis. Oui, Ce sont des sushis. Des sushis. Oui, oui. La pauvre petite sirène qui a été transformée en sushi. Alors, bon, ce sont des montages qui sont drôles, mais qui sont un peu tragiques aussi, puisque ils nous montrent bien, ils mettent en lumière le déplacement du poétique. La magie du conte est devenue manifestation de l'excès de consommation. On pousse les gens à consommer, à surconsommer la nature, qui n'est pas indéfiniment disponible. La magie, par suite, disparaît puisque nous ne sommes plus au diapason du monde. La beauté morale s'efface aussi puisque nous préférons consommer plutôt que de soigner. Bon, ce n'est pas une généralité, Il y a encore beaucoup de gens qui soignent, heureusement, mais voilà, il y a une incitation à l'excès. C'est pourquoi nous pouvons comprendre qu'il importe donc pour limiter toute cette consommation de revenir à une conscience véritable du monde et à considérer, à mettre un petit peu en jugement l'idée selon laquelle la nature devrait être sous domination de l'homme.
Et la crise du Covid aujourd'hui, hein, c'est peut-être pas la première, ça n'est peut-être pas la dernière, eh bien, cette crise nous dit que la nature peut reprendre ses droits également et que nous devons finir par nous plier. Et il y avait hier sur Arte un très très beau documentaire, ou sur France 3, qui expliquait que eh bien, les récifs de corail, en l'absence de touristes, commencent à repousser. Hein, vous voyez que tout n'est pas perdu et que tout dépend aussi de notre comportement. Voilà, moi je ne fais pas faire un grand discours scientifique sur l'écologie, mais je voulais passer par ces images et par ce questionnement sur le rapport poétique, parce que ce rapport poétique, les contes que nous lisions quand nous étions enfants, ils servent aussi à garder notre émerveillement et notre respect pour la nature. Merci beaucoup de votre attention. Merci de votre attention. Donc, on va peut rétablir les micros hein, si vous le souhaitez pour un petit temps de discussion. Donc, vous avez vu ces deux présentations, une plus centrée sur l'expression artistique et la modalité aussi qu'elle traduit. Hein. Bon, les œuvres d'artistes, c'est aussi important hein, pour garder notre patrimoine d'humanité. Et puis, une expression plus marquée par la rationalité, le travail théologique, comme je l'ai pu le faire, pour vous dire aussi quelles étaient les recherches. Alors, bon, vous savez aussi qu'il y a un certain nombre de théories qui sont très à la mode. Hein. Il y a notamment ce qu'on appelle la collapsologie, hein, toutes ces théories de l'effondrement hein, qui sont relayées assez fortement par les médias, hein, qui ne sont pas forcément des théories très, très optimistes en disant que le monde tel qu'il est risque hein, des formes d'effondrement et qu'il faut s'y préparer, s'organiser. Bon, ça ne veut pas dire chacun rentre chez soi et puis on ne fait plus rien, mais ça veut dire qu'il faut mettre en place de nouvelles régulations dans le monde aujourd'hui. Voilà, donc il y a différentes possibilités, si vous voulez, d'intervenir. Ce qu'on va se donner, c'est peut-être un petit quart d'heure d'intervention, de questions, si vous le souhaitez. Hein, peut-être que Cathy, il y a une autre chose un peu à signaler, ou sinon chacun peut prendre la parole hein, s'il le souhaite. Bon, je crois que la participation est libre. Vous pouvez remettre vos micros et puisque nous ne sommes pas très nombreux, nous pouvons discuter. Alors moi, oui, Isabelle. Quelque chose d'assez pratico-pratique, disons. C'est Jean-François, vous parliez de écocide. Oui. Et je crois il y a une chose sur laquelle on peut se pencher, en tout cas pour la France, disons, c'est le droit de l'environnement, parce oui. que là, un outil qui, je pense, doit pouvoir jouer en faveur de la préservation, quoique c'est assez complexe. Il y a quelquefois pour avoir eu l'occasion de travailler dessus, des dispositifs, par exemple, sur la destruction des arbres ou non, qui sont contradictoires même dans le code de l'environnement. Voilà, c'est un aspect juridique. Oui, le droit de l'environnement est effectivement une base excellente aujourd'hui pour reprendre en charge. Bon, en France, on n'a pas été non plus complètement inconséquent. Hein. Par exemple, vous avez une loi littorale. Ici, si on a un si beau site à Saint-Jacques, c'est parce que la loi littorale a évité, pour faire simple, de tout bétonner. Hein. Donc, mais aujourd'hui, même le pape a réutilisé cette expression d'écocide en parlant de l'Amazonie, notre responsabilité globale vis-à-vis de ce qu'on appelle les communs, les biens premiers, l'eau, la terre sont engagés. Hein. Donc, et notre rapport aussi, notre perception des désastres de l'environnement est évidemment très, très différente. Vous prenez des cultures amazoniennes où l'eau est vraiment sacralisée, où le fleuve, quand on y rentre dedans avec une pirogue, on le respecte et on commence par demander pardon d'avoir à rentrer sur sa terre, évidemment, vous n'avez pas du tout le même rapport à l'environnement que chez nous, hein, c'est sûr. Mais je voudrais dire voilà, que les ressources du droit, hein, comme tu le dis Isabelle, sont vraiment aujourd'hui à solliciter. Plus d'ailleurs que l'environnement, hein, c'est l'écologie globale avec des grandes avancées qui sont encore, à mon sens, nécessaires. D'autres veulent bien prendre la parole. Hein. Allons-y si vous le souhaitez. Hein.
Qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, j'aimerais bien connaître vos réactions par rapport à cette idée de conscience poétique. Bah justement, enfin, moi, je sais pas, vous m'entendez? Oui. Ce matin, vous avez justement parlé aussi de l'émerveillement du quotidien et je pense que, je sais pas, moi je pense que dans ces dernières années, je dirais depuis que Internet a vraiment pris une place prépondérante, j'ai l'impression que c'est à partir de ce moment-là qu'on a mis en fin de compte notre quotidien est devenu quelque chose de peu important. Je ne sais pas comment dire. On se met sur Internet pour aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Beaucoup trop de choses qu'évidemment, nous, on ne pourra jamais, on pourra jamais tout voir. Et du coup, j'ai toujours l'impression qu'on oublie de vivre, c'est-à-dire que tout d'un coup, même avec la télévision, c'est 8 heures ou je sais pas quoi, il faut mettre les informations. Et en fin de compte, j'ai l'impression qu'on se rend pas compte qu'on se met nous-mêmes involontairement des contraintes et qu'on gâche notre quotidien. Et que moi, j'ai l'impression, même dans une simple vie de tous les jours, j'ai l'impression que le fait qu'on veuille aller voir tout le monde extérieur nous empêche justement maintenant de vivre dans notre monde du quotidien. Et ça, c'est dommage parce que… Et je trouve que finalement, moi, j'ai l'impression qu'avec le confinement, dans un sens, ça peut nous replacer si on a quelque chose de positif à voir là-dedans, avec notre environnement proche, notre quotidien, ou le fait que, par exemple, on a des voisins, que ceux-là, on peut peut-être encore voir parce qu'on ne peut pas aller voir ceux qui sont loin, et que c'est peut-être une façon, justement, un bien contre un mal, moi je vois ça comme ça, de reprendre conscience de ce qui nous entoure. Si vous avez un parc à côté de chez vous, un petit chemin où vous ne voulez jamais aller, mais finalement, même si c'est 500 mètres, tout d'un coup, vous allez aller sur votre petit chemin ou sur votre banc dans un parc, et chose que vous oubliez tous les jours, et tout d'un coup, vous dire, tiens, j'ai ça qui est là, et moi, je ne le vois jamais. Et je trouve que le Covid, si on peut dire, nous a ramené peut-être à notre environnement et aussi peut-être à nous-mêmes. Alors, je sais bien que effectivement, si on écoute les informations et tout, de nouveau, on vous replonge sur l'extérieur, vous ne savez plus où aller. Mais moi, je trouve que si on sait donner une certaine place à tout ce qui se passe à l'extérieur, peut-être le bien, ça aurait été de nous donner conscience que notre vie, elle est quand même là tous les jours. Et je pense qu'on l'a oublié. Voilà. Et que peut-être c'est quelque chose de bien. Voilà. Le redécouvrir, en tout et cas. réapprendre à communiquer avec les autres, avec plus simplement, faire des choses plus simples et évacuer certaines choses dont on n'a pas besoin. C'est aussi ça la question de la technique. En fait, c'est un fonctionnement qui va nous absorber et que nous ne maîtrisons pas. Et donc, nous sommes comme aliénés, comme tenus à distance de nous-mêmes et de l'essentiel. Ce que je voulais dire, c'est que ça nous demande un certain travail, un certain effort peut-être, justement de se détacher de la télé, de l'ordinateur, voilà. Et je rebondis sur ce qu'a dit Catherine. C'est vrai qu'avec le confinement qui était total, même pas dans les grandes villes, même pas pouvoir aller dans un parc. Moi, je longeais les grilles du parc pour contempler les arbres.
et m'émerveiller quand même de ce printemps magnifique que nous avons eu. Et oui, effectivement, redécouvrir voilà, la chance qu'on a de voir quelques fleurs, de voir quelques arbres, et quand les parcs ont rouvert, de pouvoir en profiter, effectivement, de ne pas se laisser non plus happer par les mauvaises nouvelles, et de garder aussi la foi, de se dire l'espoir, il est là, ne pas lâcher l'espoir, ne pas se laisser plomber comme ça par l'avalanche des chiffres de décès, d'hospitalisation, enfin c'est terrible, hein. Et de garder la foi pour l'amélioration, hein, la vie qui gagne toujours. Et voilà, la foi en Dieu qui va nous aider de toute manière. Voilà, enfin, et s'émerveiller. Je trouve que c'est aussi un acte de foi, de s'émerveiller vraiment. Voilà, ça peut être un beau coucher de soleil, ça peut être voilà, et être en lien effectivement avec les gens. On s'est beaucoup plus croisé avec les voisins et plus parler, voilà, même si c'était minime, hein, mais bon, voilà, c'est une occasion, je dirais. Voilà, la période qu'on vit est peut-être une occasion de lâcher trop la technique, l'envahissement, et voilà, et de retrouver de la poésie dans le quotidien. Ben voilà, c'est juste pour compléter ce que disait si bien Catherine. Alors, sur la crise du Covid, les chiffres et puis toute la médiatisation, je vous recommande très vivement de lire un ouvrage écrit par un grand philosophe français contemporain qui s'appelle Jean-François Petit. Et le titre de l'ouvrage, c'est « Ils furent pris d'une grande frayeur ». Alors, je pourrais en parler si vous le souhaitez, mais ce n'est pas le lieu maintenant. Pendant le premier confinement, hein, j'ai tenu une chronique tous les jours sur le site de Saint-Méry et puis aussi pour les amis. Et il me semble effectivement qu'un certain nombre de choses nous étaient devenues invisibles. Hein, la proximité, la chaleur humaine, le souci de la quotidienneté. Tout à l'heure avec Cathy, on parlait de Goethe, hein, et Goethe, Pierre Hadot l'avait beaucoup étudié en disant ce qui est important, c'est de ne pas oublier de vivre. N'oublie pas de vivre. Et ça, je pense qu'effectivement, bon, il faut qu'on soit capable, chacun de nous, de voir aussi ce qui s'est passé. Bon, les périodes plus anxiogènes et les périodes aussi plus heureuses, hein, de redécouvrir, enfin, voilà, où on redécouvre un environnement fondamental et on remet aussi un peu les choses en place. Et bon, je vous prie de croire que bon, ça faisait voilà, du 15 mars jusqu'au mois de mai, plus de 50 chroniques, une par jour, en essayant d'être un peu au diapason non seulement de ce qui nous était dit, mais de ce qui pouvait être vécu. Et là, je crois qu'on n'a pas encore totalement tiré les leçons de ce rééquilibrage. Et j'ai presque envie de dire que ce rééquilibrage était nécessaire, hein, parce que effectivement, là, les gens ont pris mieux conscience d'un certain nombre de questions fondamentales dans lesquelles nous sommes engagés, pour lesquelles notre avenir est lié. Mais ça ne veut pas dire non plus que, enfin, je veux dire, il ne faut pas oublier que quand même, dans le contexte actuel, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas non plus apprécier le quotidien, parce que ça aussi, il faut l'oublier. Bon, peut-être que nous tous, là autour, on a pu quand même apprécier le quotidien malgré différentes choses, et même plus que d'habitude. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes non plus qui du coup, sont complètement isolés ou trop nombreux, et que le quotidien aussi les a aussi complètement mangés, non pas venant de l'extérieur. Là, c'est pas l'extérieur qui les a pris, mais c'est de l'intérieur. Et ça, pour aller contre ça, bon, c'est plus tellement vis-à-vis de l'écologie, mais ça, c'est un autre problème. Je parle pas que de la maladie, hein, bon, d'accord. Parce que quand vous êtes malade dans des conditions comme ça, c'est quelquefois difficile, mais aussi je parle le fait que, par exemple, la concentration, le fait que les gens peut-être n'aient plus de travail, là, c'est un mal, mais là, qui vient de l'intérieur. Et ça pose un autre problème. Mais c'est pas rapport à…
Mais bon, ça peut poser un problème plus général, on va dire, par rapport au monde entier. Qu'est-ce qui se passe quand on est en crise, comme par exemple en Afrique, si on est tout le temps en crise, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que là, on va avoir à réfléchir par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on utilise toutes les ressources de la Terre, comment après répartir, si on doit toujours faire face à des crises, comment après répartir les choses d'une façon égale. Enfin, je ne sais pas comment dire. Plus équitable. Oui, plus équitable. Mais ça, c'est un grand débat et je ne sais pas, c'est complexe. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la force des choses, parce qu'en ce moment, par la force des choses, nous sommes contraints de ne pas nous déplacer beaucoup, de ne pas polluer beaucoup. Et on voit que la nature reprend un peu le dessus, il y a des écosystèmes qui se recréent. Et ça, c'est déjà, ça doit susciter beaucoup d'espoir. Tout n'est pas perdu, hein. On n'est pas dans un pessimisme avancé. Je pense qu'on a une responsabilité, mais en ce moment, la force des choses prend le dessus et va dans le bon sens pour la nature parce qu'elle répare. C'est ça que nous avions aussi un peu oublié, c'est-à-dire cette capacité de résilience, elle n'est pas que humaine, elle est aussi liée à tout, à la nature, à tout notre environnement. Enfin, et c'est des choses que l'on découvre de plus en plus. Moi, j'ai participé à un colloque aussi sur un peu la question de l'environnement, de la création avec Teilhard de Chardin, que j'ai cité tout à l'heure. Il y avait un vétérinaire qui est vraiment très, très conséquent sur le rapport de l'homme à l'animal et lui-même étant bouddhiste, montre que nous avons tout à fait à repenser à nos interactions avec tout ce qui nous environne, y compris et d'abord peut-être aussi les animaux. Mais quand on est ici devant un écosystème comme celui de Saint-Jacques, non seulement on est un peu rempli d'admiration, mais on dit que la nature est en train de se réparer aussi, de se régénérer dans ce temps qui était un temps aussi marqué par, faut le dire, de grande pollution. Il y a quelques années ici à Saint-Jacques, il y a eu tout un débat sur l'avenir de la santé publique et sur le problème, rappelez-vous, des algues vertes, des pollutions qui se déversent. Et puis, avec ce célèbre exemple, il n'y a pas si longtemps, d'un cheval qui était complètement asphyxié parce qu'il était tombé dans un trou. Le cavalier lui-même avait failli périr à cause des algues vertes. Donc, vous voyez qu'on est capable aussi de prise de conscience. Moi, c'est ça que je trouve quand même heureux dans les difficultés actuelles, mais que nous n'avons pas encore terminé d'avancer dans ces prises de conscience. En fin de compte, la prise de conscience, elle vient par les obligations, quoi. Sans ça, je pense que l'être humain est quelque part assez laxiste. Enfin, c'est que quand on est forcé que finalement Oui, dans l'adversité, effectivement, on trouve des modalités. Courage. Et c'est pour ça que, Cathy pourrait le dire mieux que moi, tous ceux qui sont passés par des épreuves fortes, parce que il y a vraiment tout un travail à faire aussi par ceux qui sont passés par le feu, donc au plan personnel, au plan collectif, par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, ont développé aussi une modalité de présence au monde qui était sans doute plus équilibrée, disons ça comme ça. Mais c'est peut-être ça aussi qui nous a manqué dans les générations ultérieures, cette absence de sagesse liée à des expériences fortes. C'est un petit peu comme si l'homme était en train de découvrir, de redécouvrir l'humilité. La nature lui rappelle en ce moment qu'elle est plus forte et que l'homme fait partie d'un ensemble plus grand que l'ensemble qu'il a lui-même créé. Voilà, peut-être, je ne sais pas s'il y a d'autres… Isabelle avait… Oui, Isabelle. Je voulais quand même juste dire que l'outil informatique est magnifique et d'ailleurs on le voit ici. En même temps,
bon, on voit ce qui peut se passer bientôt en Chine, la reconnaissance faciale. Bon, c'est aussi un autre aspect de l'écologie qui, à mon avis, doit être à considérer. Bon, on n'en parlera pas maintenant, mais on aimerait mieux quand même être avec vous en vrai. Et c'est parce que justement, c'est parce que à cause de cette épidémie, enfin, à cause de donc c'est vraiment, parce que c'est bien de discuter aussi par écran, mais en vrai, ça serait quand même mieux. Oui, mais ça pourrait être pire. On pourrait ne pas pouvoir être en rapport les uns avec les autres. Et je pense qu'il faut rester positif et il faut voir ce qu'on arrive à réaliser malgré tout.